C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, 25 pays du continent sur la liste noire de Donald Trump. Selon le Washington Post, qui a consulté une note interne du département d'État, le travel ban devrait être étendu. Parmi ces pays africains, le Sénégal, un pays choqué par une vidéo d'un de ses ressortissants malmené par des agents de l'immigration aux États-Unis. Nous serons à Dakar dans ce journal. Et puis la création en Guinée d'une nouvelle structure chargée d'organiser les élections. Une initiative du président de la transition qui ne fait pas l'unanimité dans le pays. L'opposition soupçonne les militaires de vouloir confisquer le pouvoir. Nous serons à Conakry dans un instant. Et puis à la fin de ce journal, on vous emmène au Sénégal à la découverte d'une figure historique qui a marqué son histoire. Elle s'appelle Ndaté Yalla Mbodj. Elle fut la dernière reine du Waalo, un ancien royaume qui a farouchement combattu le colonialisme. Reportage de nos équipes à suivre. Le Sénégal fait donc partie des 25 pays du continent qui figurent sur la nouvelle travel ban de Donald Trump. C'est du moins ce qu'affirme une note interne du département d'État relayée par le Washington Post. Une information qui intervient alors qu'une vidéo d'un Sénégalais malmené par un agent de l'immigration aux États-Unis a choqué le pays. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Dans un communiqué, le ministère sénégalais des Affaires étrangères informe aux ressortissants sénégalais du durcissement de la politique migratoire américaine. Les migrants illégaux encourent des sanctions pénales et administratives, ainsi qu'une interdiction d'entrée sur le territoire américain. La psychose d'une expulsion du territoire américain a regagné ces derniers jours certains ressortissants sénégalais vivant aux États-Unis, ainsi que leurs familles au Sénégal. Ces dernières années, de nombreux Sénégalais ont pu rentrer aux États-Unis via la route migratoire de l'Amérique centrale. Selon le président de l'Observatoire sénégalais des migrations, les conséquences sociales peuvent être importantes en cas d'expulsion vers le Sénégal. Presque une déception, on peut dire. Je ne suis pas très sûr que pas mal de Sénégalais vont digérer cela parce que de nombreuses populations sénégalaises se sont mobilisées pour partir aux États-Unis par la voie de Nicaragua. Je pense que c'est un lourd investissement économique qui sera perdu. Et deuxièmement, c'est une sorte de dégénérescence sociale pour ces migrants sénégalais qui étaient déjà partis et présents sur l'espace américain. Le Sénégal, qui a une forte diaspora aux États-Unis, pourrait également se voir inscrite sur une liste de 36 pays, dont 25 africains, dont les ressortissants sont interdits d'entrer sur le territoire américain. Selon le Washington Post, ces pays ont 60 jours pour se régulariser. En Guinée, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a annoncé la création d'une direction générale des élections. Cette nouvelle structure, qui sera chargée d'organiser les scrutins, ne fait pas l'unanimité dans le pays. L'opposition soupçonne les militaires de vouloir confisquer le pouvoir. Les explications de notre correspondant Malik Diakité à Conakry. Cette nouvelle entité sera chargée d'organiser les différentes élections, le référendum constitutionnel, mais aussi d'établir et réviser le fichier électoral biométrique. Elle devra participer à la création d'une force spéciale pour la sécurisation des futures élections dans le pays. La nouvelle direction, placée sous l'autorité du ministère de l'administration du territoire, dirigée par un membre du régime militaire, suscite de vives réactions au sein des partis politiques. On ne peut organiser ou mettre en place une direction rattachée au MATD, alors que nous n'avons pas confiance ni au CNRD, ni au ministre au niveau du MATD. Donc c'est la confiscation des élections. Nous ne pouvons aller à des élections si nous ne sommes pas associés et qu'il n'y ait pas un cadre de dialogue inclusif. Mais d'autres partis ne sont pas surpris. Ils s'estiment plutôt satisfaits. Libre à eux de contester, mais nous avons été au dialogue. Ceux qui n'ont pas été ne peuvent pas venir s'en plaindre. Nous sommes accordés à laisser la gestion, l'organisation des élections au MATD. Cette nouvelle structure remplace désormais la CENI, Commission électorale nationale indépendante, qui, depuis 2010, organise les élections dans le pays et jugée plus crédible et impartiale par les partis politiques d'opposition. Nouvelle rencontre à Washington entre les experts congolais et rwandais, des discussions pour poser les bases d'un accord de paix. Aucune date de signature n'est pour l'instant arrêtée, mais les États-Unis espèrent une avancée rapide.
Le Rwanda, quant à lui, prévient que cela prendra plus de temps. Les précisions depuis Kigali de notre correspondante Juliette Montilly. Il faudra encore s'armer de patience avant de voir un accord de paix signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce que semble indiquer le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Si la mi-juin était l'objectif initial, il a dû être adapté, je cite, à la réalité des négociations. Pas de calendrier précis à l'horizon donc. Ces déclarations interviennent alors que les délégués des deux pays débutent des pourparlers en face à Washington. Pour rappel, le Rwanda est accusé de soutenir l'offensive du groupe rebelle M23 dans l'est de la RDC, une offensive qui a fait des milliers de morts depuis le mois de janvier. Les États-Unis, qui chapeautent le processus sur fond d'intérêts économiques, font pression pour une avancée rapide des négociations et un deal signé d'ici la fin du mois. Plusieurs sources diplomatiques ont également indiqué que Washington entend comme une condition à cet accord le retrait des troupes rwandaises de l'est de la RDC. Le Rwanda, pour sa part, dément une telle présence militaire et nie aussi tout soutien au M23. On en vient à l'affaire Constant Mutamba, actuel ministre de la Justice en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a donné son feu vert au procureur général de la Cour de cassation pour engager des poursuites contre lui. Il est accusé de détournement de deniers publics dans le cadre d'un projet de construction d'une prison dans le nord-est du pays. Le point à Kinshasa avec Aurélie Bazara-Kibangula. Sur les 363 députés présents, 329, la grande majorité, ont voté en faveur de poursuites judiciaires contre Constant Mutamba. Dans la foulée, le procureur général a interdit au ministre de la Justice de quitter la ville de Kinshasa. Il est soupçonné d'un détournement de 19 millions de dollars destiné à la construction d'une prison à Kisangani. Alors le procureur général a relevé des irrégularités administratives liées à ce projet de construction, comme l'inexistence du siège de la société censée réaliser les travaux ou l'absence de terrain identifié. Cette affaire intervient alors que Constant Mutamba avait réclamé une enquête contre le procureur général qu'il soupçonne d'avoir acquis un immeuble en Belgique dans des conditions douteuses. Une partie de la société civile salue le vote des députés et exige la démission du ministre de la Justice pour garantir une procédure indépendante. Et puis toujours en République démocratique du Congo, le Congolais Floribert Bwana-Chiu a été béatifié par l'Église catholique. Le natif de Goma a été déclaré bienheureux lors d'une messe solennelle. Il avait été assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans pour avoir refusé de laisser entrer en RDC des vivres avariés. Il a passé au bien-être de tous, à la santé de la population de Goma. Les gens sont habitués à proposer de l'argent comme c'est fait toujours. Mais ce jour-là, le mafieux se sont rencontrés devant un jeune qui, au nom de l'évangile, il a dit non, il s'est opposé. Et Floribert, je dirais pour toute la jeunesse, c'est un modèle. Ceux qui l'ont tué pensaient lui avoir ôté la vie. Mais notre Dieu l'a élevé. Et c'est notre grande joie. Je suis une mère et je suis ravie de célébrer Floribert, notre enfant béni, en achetant ce pagne à son effigie. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le numéro 2 de la police au Kenya a annoncé se mettre en retrait de son poste alors que débute l'enquête sur la mort dans un commissariat d'un enseignant blogueur. Cette affaire a provoqué l'indignation dans le pays. De nombreuses manifestations ont eu lieu pour dénoncer les violences policières. Le dernier épisode en date du bras de fer entre le géant canadien Barrick Mining et l'État malien. Le tribunal de commerce de Bamako a décidé de placer sous administration provisoire pour 6 mois la plus grande mine d'or du pays. Elle était majoritairement détenue par l'industriel canadien. Et puis, sachez que France 24 et RFI ont été interdits d'antenne ce lundi au Togo pour 3 mois. Les autorités togolaises nous accusent d'avoir relayé, je cite, des propos inexacts et tendancieux après des manifestations qui ont secoué le pays au début du mois. France 24 et RFI réaffirment leur attachement indéfectible aux principes déontologiques du journalisme, tout comme leur soutien à leurs équipes qui délivrent chaque jour une information rigoureuse, indépendante, vérifiée et impartiale. Ce soir, on part au Sénégal pour vous parler d'une figure féminine
Ndaté Yala Mbodj, la dernière reine du Wallo, un ancien royaume du nord-ouest du pays qui s'est farouchement opposé à la colonisation française. Femme de pouvoir, chef militaire et stratège politique, elle a défié l'armée menée par le gouverneur Louis Faidherbe, qui était cette figure historique tombée dans l'oubli. Que reste-t-il de sa mémoire plus de 150 ans après sa mort? Reportage d'Aminatou Diallo et Sarah Sakou. De son règne, ne reste que cette statue, dans le centre de Dagana, au nord-ouest du Sénégal. La Linguère Ndaté Yala Mbodj est la dernière reine ayant exercé le pouvoir. Née en 1810, d'une lignée où l'autorité est transmise de mère en fille, elle s'oppose au tout-puissant gouverneur Louis Faidherbe, alors en pleine conquête coloniale. C'est une femme qui avait une forte personnalité et c'est une femme aussi qui, à travers ses correspondances avec Faidherbe, on peut voir qu'elle avait un fort sentiment de patriotisme, refusant son installation sur la terre ferme, refusant de lui vendre l'île de Sor, et ce qui provoqua l'hostilité des Français. Et le 25 février 1855, les Français envahirent sa capitale. Et malgré une résistance acharnée, où il y a eu plusieurs centaines de morts, elle sera vaincue et forcée à s'exiler. Elle meurt 5 ans plus tard. Son fils unique sera enrôlé dans l'administration coloniale. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à la Linguère Ndaté Yala Mbodj. Ce chercheur et conteur consacre un podcast aux grandes figures de l'histoire du Sénégal. Elle était extrêmement belle. Elle était d'une taille et d'une posture très royale. La deuxième caractéristique physique, c'est qu'elle était noire et avait toujours une pipe parce qu'elle utilisait beaucoup de tabac. Ndaté Yala était une femme qui n'avait peur de rien. Elle a été entraînée à aller sur le champ guerrier. Elle cavalait comme tout le monde et allait se battre comme tout le monde. Pour transmettre l'héritage de la résistante, des efforts d'apprentissage sont menés dans 2 classes du primaire. Dans cette école de Dagana, un accent particulier est mis sur l'enseignement de cette héroïne locale. Vous savez, en Afrique, ce n'est pas évident que les filles soient aussi considérées que les garçons. Mais aujourd'hui, on veut faire la promotion des filles. Donc, il est bon de leur parler de ces héroïnes à passer pour pousser à ces élèves-là à devenir beaucoup plus engagés dans la vie, prendre plus de responsabilités pour devenir meilleurs. Les historiens plaident aujourd'hui pour la création d'un musée en mémoire de la dernière reine du Wallo. Voilà pour ces héroïnes du passé. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.